Bonjour, donc cette vidéo va être consacrée à un sujet très particulier. Ça va être sur la Chine et en particulier sur la recherche d'investissements étrangers de la part de la Chine. Alors, Xinhua.net, en fait, c'est une agence de communication qui est tout à fait officielle. D'ailleurs, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont des choses qui sont officielles. Donc, voilà, vous êtes prévenus, hein, c'est vraiment les médias mainstream chinois, quelque part. Donc, avec tout ce que ça comporte. Mais ça me paraît quand même quelque chose de très intéressant à voir parce que c'est vrai que c'est le genre d'information qu'on n'a évidemment jamais dans les médias occidentaux. Et au-delà d'ailleurs de la news elle-même, ce qui est quand même important, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe en Chine, parce que c'est vrai que c'est vraiment le genre de choses qu'on n'a pas en Occident. Le problème, si vous voulez, c'est que généralement, quand vous avez affaire en Occident à des gens qui traitent de la problématique chinoise, ce sont des gens qui sont entre guillemets sinologues, donc des gens qui ont fait clairement des études dans des écoles où leurs profs étaient peut-être des fois d'anciens maoïstes, peut-être voilà, des gens qui avaient vraiment une vision assez formatée de la Chine et qui finalement apportent pas grand-chose au final en termes de compréhension de ce qui se passe dans ces pays-là, dans les pays d'Asie de l'Est, d'Asie du Sud-Est. Et donc le problème, c'est quand, en tant qu'Européen ou Occidental, vous allez dans ce type de pays, en fait, vous comprenez rien du tout à ce qui se passe parce que les médias et ces gens-là, les entre guillemets sinologues, en fait, n'ont pas du tout fait leur travail pédagogique pour essayer de comprendre. Donc vous vous retrouvez en situation difficile. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui vont dans ces pays-là et qui se retrouvent à, comment dire, en échec, en situation d'échec, justement parce qu'en fait, ils ne comprennent pas vraiment dans quel pays ils sont. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de très important, j'insiste là-dessus. Pékin, 3 novembre, ok, l'exposition internationale d'importation de la Chine, CIIE. Donc c'est intéressant déjà parce qu'on voit que, euh, si vous voulez, il faut quand même, quand vous avez affaire à ce genre de texte-là, c'est important d'essayer de comprendre au-delà du texte ce qui a voulu être dit, hein. Quand on parle d'exposition internationale d'importation de la Chine, ça veut dire quelque part, on tend un peu la carotte pour dire aux étrangers, bon ben voilà, on a là une espèce de vitrine qu'on met à votre disposition et quelque part, eh bien, vous allez pouvoir profiter du marché chinois. C'est quelque chose qui date pas d'hier, hein, parce que ça fait des dizaines d'années que c'est pareil. Et donc, bah, c'est la bonne recette et ça continue dans ce genre de situation. Donc, alors, ça se tient à Shanghai, c'est normal, hein. Shanghai, si vous voulez, c'est une ville qui est relativement, une ville qui est très business, c'est une ville qui est très ouverte vers l'international. Je rappelle que Shanghai, à l'origine, la Shanghai moderne, quelque part, elle est quand même issue de ce qu'ont fait les Anglais et les Français. Il y a un quartier anglais, hein, le Peace Hotel, etc. Et puis vous avez un quartier français, à tel point que les platanes là-bas sont appelés les arbres français. Voilà, donc ça c'est important. Donc il faut voir que le fait de parler de Shanghai veut dire nécessairement, ça a une signification, c'est important, et c'est une ouverture vers le monde, et c'est une ouverture business. C'est pour ça que ça se passe pas à Pékin. Pourtant, à Pékin, vous avez aussi toutes les infrastructures nécessaires. Ça pourrait très bien se tenir à Pékin, ou même à Canton, ou à Shenzhen, mais Shanghai, c'est quand même le signal, et j'imagine que les Chinois ont probablement repéré que, bah, évidemment, Shanghai faisait briller un peu les yeux des businessmen étrangers.
Donc là, on parle beaucoup de pays, beaucoup de régions, etc. Les Fortune 500, les leaders de l'industrie, etc. Voilà, on parle, il y a pas mal de chiffres qui sont donnés. La CIE sert à présenter les principales mesures d'ouverture de la Chine. Voilà, donc si vous voulez, vous avez quelque part une vitrine, hein, pour dire, voilà, on vous explique tout ce qu'on fait pour vous et pour venir vous implémenter. Et la confiance qu'elle inspire. Bon, ça vous le verrez pas dans le même type de salon ou d'événement fait en Occident. Donc quelque part, déjà, il y a quand même une problématique. Et à partager les nouvelles opportunités de développement de la Chine avec d'autres pays. Elle est devenue une plateforme pour l'ouverture de haut niveau et un bien public pour le monde entier. Ouais, bon, ça c'est un peu les termes un peu convenus qui veulent pas dire grand-chose, hein. La Chine a continué à mettre en œuvre des politiques destinées à stimuler la croissance, etc. Voilà, raison des bénéfices mutuels, voilà, ça c'est aussi le truc assez classique. Donc, le 25 octobre, le pays a publié une directive visant à promouvoir l'expérience d'alignement de certaines zones de libre-échange. Donc, en fait, dans cette annonce, on va parler essentiellement de deux choses. Premièrement, les zones de libre-échange, ça c'est très important, et d'autre part, l'aspect service. J'en ai déjà parlé, mais je veux en reparler. Donc éligible et du port de libre-échange de Hainan sur les règles économiques et commerciales et internationales de haut niveau. Donc voilà. On va voir qu'il y a quand même un certain nombre de zones de libre-échange en question, donc Shanghai bien évidemment, hein. Alors au Guangdong, Guangdong c'est canton, mais c'est la zone quelque part de canton. C'est le sud, hein. C'est entre guillemets la connexion Shenzhen et puis quelque part vers Hong Kong. Il y a aussi Tianjin, donc Tianjin, qui est une ville qui se trouve pas très loin de Pékin en fait, sur la mer, au Fujian et à Pékin. Beijing en fait, Beijing c'est Pékin. Voilà, donc en fait, ce sont principalement des zones côtières, hein. Les mesures pilotes qui seront reconduites, reproduites dans d'autres ZLE, voire à l'échelle nationale, couvrent 6 aspects, à savoir le commerce de marchandises. Bah, c'est pas très étonnant, hein, parce qu'effectivement, ça se trouve dans les zones côtières. Le commerce des services, ça c'est très important. C'est très important, hein. C'est parce que si vous voulez, on vous connaissez tous, j'imagine, l'expression la Chine, l'usine du monde. Eh bien, les Chinois ont bien compris, comme les Indiens d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il n'y a que en France, en tout cas pour l'Europe, qu'on ne comprend pas, mais les services, c'est le nouveau gros truc mondial. C'est-à-dire que il y a eu, beaucoup de gens prétendent actuellement que la mondialisation s'est terminée. Vous savez, c'est un peu comme à chaque crise, le capitalisme c'est fini, on ne nous y reprendra plus, le capitalisme est mort, etc. Enfin, ouais, vous voyez, bon, ce genre de truc-là, eh ben, on dit la même chose avec la mondialisation. Sauf que maintenant, la mondialisation, elle a vraiment changé de visage, si vous voulez. C'est-à-dire que avant la mondialisation, enfin avant la pandémie quelque part, hein, on peut vraiment dire que la pandémie a été un point de bascule. Avant la pandémie, la mondialisation, c'était les containers, etc. Mais maintenant, ça va devenir la fibre optique. C'est-à-dire que vous allez avoir quelque part le commerce des services se déroulera par la fibre optique, par les moyens de communication Internet. Quand on dit les ZLE vont se trouver dans des villes qui sont côtières, c'est un peu étonnant parce que si vous regardez la carte de la Chine, vous avez des villes, par exemple, vous avez Wuhan, bon, les Français connaissent bien parce qu'il y a Peugeot, Citroën, etc.
vous avez d'autres villes, hein, Chongqing, ville très importante aussi, euh, finalement, qui pourraient aussi recevoir ce genre de choses. Or, là, on parle que de zones côtières. Et les zones côtières, bah, c'est les zones qui sont nécessairement reliées par l'Internet, par la fibre, hein. Et puis, quelque part, c'est un peu aussi comment dire, de manière assez light, quelque part, c'est un peu comment dire, une optimisation locale. Ça veut dire, voilà, on regroupe un peu ça près des côtes et près de, en fait, ce qui a été traditionnellement, toutes ces zones-là, en fait, sont traditionnellement des zones ou des villes dans lequel il y a eu des occidentaux, il y a eu du business occidental. Donc finalement, je pense ça, normalement, ça devrait pas trop changer grand-chose en termes de relations, etc. Voilà, on parle aussi du commerce numérique. Donc on parle du commerce des services et du commerce du numérique. C'est quand même très très important, hein. On voit vraiment parce que le numérique, c'est nécessairement du service. Euh, on voit d'ailleurs aussi l'entrée du personnel. L'entrée du personnel, hein, c'est les relations humaines, en fait, c'est le fait de pouvoir embaucher des gens, etc. Donc, il pourrait y avoir dans toutes ces zones, en fait, vraiment des ressources, disons, mises à disposition quelque part pour justement développer cette économie de service, hein. Là, vraiment, les Chinois ont senti la réalité de la nouvelle économie d'après la pandémie, c'est-à-dire l'économie de service mondialisée. En fait, c'est ce qui se passe. Le problème, d'ailleurs, entre parenthèses, hein, pour les Occidentaux, pour les Européens, en particulier pour les Français, eh ben, c'est de voir finalement, mais ça j'en ai fait d'autres vidéos, hein, je suis vraiment désolé de me faire de la pub comme ça, mais j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet. À un moment donné, vous allez voir que avec la crise, ce qui va se passer, c'est que de plus en plus de services vont être délocalisés vers l'Est. Donc, si c'est pas la Chine, ça sera l'Inde, mais de toute façon, c'est en train de se dérouler sous nos yeux. Euh, je vais parler pour la France parce que c'est le pays que je connais peut-être le mieux. On est en train de perdre, on a perdu la métallurgie, on a perdu les industries de transformation, on a perdu la high-tech parce que bah, les élites françaises n'ont pas su pivoter comme il fallait en tant qu'il fallait pour changer la société. On va perdre les services, on va perdre la classe moyenne, on va perdre la classe moyenne supérieure, les CSP++, les CSP+, les gens qui sont cadres dans les entreprises, bien placés, etc., vous allez commencer à comprendre ce qui s'est passé avec la classe moyenne des Français depuis une cinquantaine d'années. Il va vous arriver la même chose. C'est marqué là, hein. Parce que si c'est pas la Chine, ça sera l'Inde. Donc c'est quand même une problématique à prendre en compte. On va voir pourquoi, hein, au fur et à mesure. Euh, donc l'entrée du personnel, l'environnement commercial, voilà, donc c'est l'environnement commercial, et la prévention et le contrôle des risques. Voilà. Donc là, ils essayent de créer un espèce de cocon, hein, dans ces ZLE de manière à ce que il puisse y avoir du service. Je pense qu'ils ont compris une chose de leur expérience, c'est ce que j'ai vu en Chine, hein. Ils ont compris une chose, c'est-à-dire que c'était pas évident pour des entreprises internationales, même des grands noms, même des très très grands noms, en fait, de venir s'implémenter en Chine. Si vous voulez, il y a deux problèmes. D'une part, les Occidentaux, je l'ai souvent dit et répété, ne comprennent pas ce qui se passe en Chine. Ça, c'est le premier point. Je ne vais pas revenir sur le sujet. Mais de manière, comment dire, en miroir, les Chinois ne comprennent pas non plus du tout la mentalité des Occidentaux. Donc, si vous voulez, ça pose problème à un moment donné, hein. Voilà. En termes de business, en tout cas, ça pose problème. Donc, l'idée, c'est
justement de pouvoir sécuriser ça un maximum, de manière à pouvoir éventuellement envoyer plus de personnel sur place, plus de personnel qualifié, etc. Les Chinois, ils se sont vraiment bien développés, ils se sont beaucoup développés. C'est sérieux, contrairement à ce qu'on dit en termes sociaux. Enfin, je veux dire, ils ont des vacances, ils ont une sécurité sociale, ils travaillent 5 jours par semaine. Voilà, enfin bon, bref, ils ont vraiment des conditions de travail qui s'approchent quand même. Enfin, en tout cas, surtout sur les zones côtières. Il faut toujours séparer les zones côtières et le reste de la Chine, où c'est moins développé, où effectivement les gens peuvent être extrêmement pauvres. Mais voilà, vous avez à peu près 3 à 400 millions de personnes qui vivent sur les zones côtières et donc qui ont un peu ce niveau de vie. Donc en fait, ils sont capables de comprendre en fait qu'ils se sont développés avec l'industrie, hein, l'usine du monde, mais maintenant ils comprennent qu'il faut qu'ils évoluent sur la partie service. Mais c'est souvent comme ça, même dans les entreprises en Occident. Hein. Vous avez une entreprise, vous commencez à faire du matériel, et puis après, l'entreprise, elle évolue sur du service. Voilà. C'est quelque chose d'assez classique, et c'est tout simplement ce qui est en train de se passer. Donc la Chine a construit 22 zones franches pilotes couvrant les régions côtières, intérieures et frontalières, voilà, 20% du total des investissements étrangers, etc. Donc les efforts ont été constants, etc. Alors, en septembre, la Chine a annoncé qu'elle accorderait aux pays les moins développés, donc ça c'est intéressant, hein, ayant des relations diplomatiques avec elle, donc voilà, un traitement à tarif douanier nul pour les lignes tarifaires 100% à partir de décembre de cette année. Donc en fait, il y a la mise en place quelque part d'un marché de libre-échange, on va dire, entre des pays entre guillemets moins développés. Bon, j'imagine ça vise entre autres l'Afrique, hein, clairement. Bien que la Chine maintenant soit quand même un pays relativement développé, donc ça peut couvrir pas mal de pays en fait. Et donc voilà, donc vous avez ce genre de choses-là. Donc éventuellement, ça peut être aussi un moyen pour des entreprises étrangères qui viendraient dans ces fameuses zones, en fait, d'avoir un commerce à tarif douanier nul, etc., avec des échanges facilités pour d'autres pays éventuellement, ou aller dans d'autres pays pour avoir un accès au marché chinois. Voilà. Il y a peut-être des choses à faire. Ça, j'ai pas trop étudié la chose. Peut-être il faut que vous, si ça vous intéresse, allez voir des spécialistes. De toute façon, je vous dis quand même à ce moment de la vidéo, si vous voulez, cette vidéo n'est pas faite pour faire la promotion spécialement de ça. C'est pas non plus une critique de la Chine, c'est fait pour vraiment vous donner des éléments pour comprendre un peu ce qui se passe. Pour moi, il faut pas faire de business avec la Chine quand on comprend pas où on met les pieds, et il y en a beaucoup qui comprennent pas où ils mettent les pieds. C'est ça qui est vraiment très problématique. Il y a pas mal, bon, pour parler des Français, hein, de Français qui vont là-bas, et finalement ça se plante parce qu'ils comprennent pas la base du truc, et ça c'est vraiment quelque chose de très problématique. Donc c'est pas une incitation, mais c'est quelque part voilà, du contenu qui peut éventuellement vous aider à mieux comprendre à quoi vous avez affaire. Donc la Chine constitue un terreau fertile pour les investisseurs étrangers. Donc ça, ils recherchent beaucoup les investisseurs étrangers, hein. Donc il y a une nouvelle édition de la liste négative nationale pour les investissements étrangers. J'en avais fait une vidéo, il me semble, hein. Donc supprimant les 2 derniers éléments de l'industrie manufacturière de la liste présente. Donc ça, voilà, c'est un truc à savoir. Mais le nombre d'éléments qui précisent les domaines
interdit aux investisseurs étrangers a davantage été réduit à 29. Donc c'est ça qu'il faut bien voir quand même, hein. Vous avez des domaines qui sont interdits aux investisseurs étrangers. Donc quelque part, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire vous n'avez pas des choses qui sont libres. Ça veut dire vous avez vraiment, en fonction des besoins du pays, vous avez des choses qui sont autorisées et d'autres pas. Ce sont des mesures qui ne sont pas prises comme ça en l'air parce que on aurait décidé que ça ferait bien un peu comme ça, comme en France. C'est vraiment une utilité, on va dire, des plus nécessaires. C'est vraiment nécessaire. Quelque part, ils n'ont pas pu faire autrement. Donc voilà. Et le fait d'avoir des domaines interdits aux investisseurs étrangers, ça devrait quand même éveiller, disons, un peu comment dire, ça devrait allumer une petite lumière pour dire, bon, bah, il faut quand même faire réfléchir vraiment de quelle manière on va s'y prendre pour aborder ce marché de manière à pas se prendre les pieds dans le tapis. Parce que le problème, c'est ça, si vous voulez. C'est beaucoup d'investisseurs étrangers qui vont en Chine se prennent les pieds dans le tapis. C'est pas parce qu'il y a une volonté de les rouler dans la farine, c'est parce que des fois ils comprennent pas où ils arrivent et ce qu'ils font, et donc ça se termine en catastrophe. Donc ceci démontre pleinement la volonté active de la Chine d'augmenter les bénéfices mutuels, bah ouais, bah voyons, c'est toujours bien de le dire, et une attitude claire de soutien à la mondialisation économique. Voilà, ça aussi, ça fait du bien de le dire. Les efforts supplémentaires pour améliorer le niveau de libéralisation et de facilitation des investissements étrangers. Donc voilà, encore, pour optimiser les services offerts aux entreprises à investissement étranger. Donc voilà, là, ils sont clairement à la recherche d'investissements étrangers. Et il y a le terme service, hein, c'est pas non plus pour rien. Outre le secteur manufacturier, la Chine s'efforce d'élargir et d'approfondir l'ouverture du secteur des services. Voilà, donc c'est vraiment la prochaine chose de la mondialisation, si vous voulez. La mondialisation à partir de 2024, ou en fait depuis la fin de la pandémie, pour être plus exact, c'est la mondialisation des services. Ça va faire très très mal, parce que si vous voulez, avec des choses comme l'intelligence artificielle, je voyais d'ailleurs, entre parenthèses, hein, je suis désolé, mais je voyais sur une chaîne économique où il y avait quelqu'un qui disait l'intelligence artificielle comprend machin. Visiblement, la personne n'avait rien compris, mais du B à bas de ce que c'est que l'intelligence artificielle. C'est important de bien comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle pour comprendre comment elle sera utilisée pour justement permettre la délocalisation des services des pays occidentaux vers des pays à moindre coût. La Chine a annoncé en septembre qu'elle autoriserait l'établissement d'hôpitaux appartenant en totalité, ça c'est vraiment fou, hein, à des étrangers dans certaines villes et régions. Franchement, quand j'ai lu ça, j'ai cru que voilà. L'établissement d'hôpitaux appartenant en totalité à des étrangers dans certaines villes. Et là, on voit Pékin, Tianjin, justement, voilà, Shanghai, Nanjing, Nanjing qui est une grosse ville au nord de Shanghai, c'est Nankin en fait. Suzhou, c'est une ville très touristique toute proche de Shanghai. Fuzhou, Guangzhou, c'est Canton. Shenzhen, c'est pas loin de Canton. Et l'ensemble, l'île de Hainan. Voilà, donc ça c'est le sud en fait, hein. Donc c'est toute la bordure sud et dans des villes bien déterminées. Hein, ça c'est vraiment aussi très important de voir ça, hein. C'est vraiment dans des villes bien déterminées. C'est pas encore une fois, vous avez Wuhan, vous avez Chongqing, vous avez tout un tas de grandes villes. Bien sûr, j'en oublie plein. Qingdao, etc. Voilà, et c'est pas là-dedans.
En octobre, le pays a décidé d'autoriser l'investissement étranger à exploiter des entreprises détenues à 100%. Donc ça aussi, je veux dire, ça aussi c'est quelque chose de hallucinant, tel que centre de données Internet. C'est-à-dire les data centers, hein, moi quand je lis ça, je me dis, c'est vraiment très étonnant. Et de s'engager dans le traitement des données et transactions en ligne dans certaines régions dans le cadre d'un programme pilote visant à étendre l'ouverture des services de télécommunications à valeur ajoutée. Donc quelque part, alors normalement il y a des opérateurs de télécommunications en Chine, hein, mais qui sont détenus absolument par l'État. Et quelque part, voilà, là c'est vraiment les trucs les plus critiques. Donc quels sont les moyens mis en place? Investisseurs étrangers, bon, voilà, quels sont les moyens de surveillance, de vérification, etc. de ce style d'entreprise? Quelles sont les modalités? Comment ça va se passer? Je dois avouer que c'est quelque chose qui est assez étonnant. Ça montre peut-être quelque part un manque de savoir-faire, je sais pas, mais en tout cas, c'est clair qu'ils sont très intéressés par les données. Je pense que c'est comme ça qu'il faut lire le truc. Parce que les télécommunications, ça a toujours été quelque chose d'assez vital en Chine, hein. Donc, bon, beaucoup de nouvelles sociétés d'investissement étrangers ont été créées en Chine au cours des 9 mois, etc., en hausse de... voilà. Ce qui est étonnant, parce que je ne suis pas persuadé que le nombre d'Occidentaux en Chine soit de plus en plus élevé. Notamment les flux d'investissement direct étrangers dans la fabrication d'équipements et d'instruments médicaux ont fait un bond de 57%, tandis que les flux de la fabrication d'ordinateurs, appareils de bureau ont progressé de 30% durant cette période. Donc on voit qu'il y a deux sujets, il y a la santé et puis il y a la tech. Donc s'ouvrir au monde extérieur ne consiste pas seulement à ouvrir la porte. Donc voilà, voilà, c'est une notion un peu, là encore, qu'on peut trouver un peu étrange. Pourquoi mettre ça si c'est justement pas pour ne faire que ouvrir la porte? Donc ça veut dire, ouvrir la porte, ça veut dire faire ça de manière temporaire et de manière limitée. Mais surtout à s'aligner activement sur les réglementations économiques et commerciales internationales, règles de haut niveau indiquées, directeur adjoint de l'Institut de la politique mondiale, Académie des sciences sociales de Chine. Voilà. Donc la synergie entre les marchés nationaux et internationaux ainsi que les ressources afin de former et consolider constamment de nouveaux avantages dans la coopération et la compétition économique internationale. Donc voilà, généralement, voilà, c'est pas comment dire, quelque chose de très sexy, hein, ce genre de déclaration. C'est quand même un exercice qui est assez convenu, assez entendu, assez réfléchi. On n'est pas dans les communications marketing à la Elon Musk, hein. C'est pas du tout le genre, hein. C'est pas le genre de la maison, quoi. Alors, si on regarde le site, hein, le site donc China International Import Expo. Alors c'est très important, hein, le panda. Hein, je veux dire, le panda, vous le retrouvez partout. Moi, je sais bien que c'est une évidence, mais je pense qu'il faut quand même le rappeler. Le panda, ne jamais oublier la diplomatie du panda. C'est particulièrement important et voilà. Donc, vous avez les questions et les réponses en français. Alors voilà, conditions de participation, etc. Voilà. Donc on va regarder les zones, hein, les zones d'exposition, etc. Ainsi,
Donc vous avez zone de produits alimentaires et agricoles, hein. Vous avez vraiment une première zone, en fait, vous avez six zones, mais six zones qui sont vraiment relativement importantes, hein. Je ne sais pas s'il y a la carte, je ne sais pas s'il y a je sais pas s'il y a oui, la carte en fait de ce truc-là. Donc c'est assez important en fait. Donc là, je suis sur une autre page. Voilà, vous avez ici, voilà, vous avez ici en fait la carte avec les différents. Bon, on peut regarder les services là-dessus, c'est peut-être plus drôle. Donc on voit un Food and Agricultural ici. Voilà. Donc 1 et 2. Vous avez ensuite 3 et 4, Intelligent Industry et Information Technology. Hongqiao Forum, ça se trouve à côté d'un aéroport du deuxième aéroport de Shanghai. Intelligent Industry et donc technologie, donc c'est tout ce qui concerne la tech et les services liés à la tech, hein. Vous avez ensuite les produits de beauté, etc., ce genre de trucs. Et puis médical, et puis les services, donc trading service, consulting, finance, engineering, integrated service. Bon, je vais le reprendre en français, hein. Donc vous avez les produits alimentaires, vous avez la zone automobile, donc vous pouvez voir à l'intérieur un peu les détails, hein. Il y a quand même des choses qui peuvent être intéressantes, hein. Circulation intelligente, les produits d'autoconduite, voilà, vous avez des choses qui peuvent être vraiment intéressantes. Vous avez ensuite les zones de technologie et d'équipement, donc industrie numérique, automatisation, robots, solutions industrielles, les circuits intégrés, vous voyez, c'est placé en premier parce que c'est quelque chose qui est particulièrement important, hein. Si vous regardez par contre dans l'intelligence artificielle, c'est étonnamment pas très élaboré. Vous avez interaction homme-machine, ouais, bibliothèque de données, internet des objets, communication. Mais il y a d'autres choses, enfin, dans l'intelligence artificielle, c'est pas que ça. Donc voilà, peut-être la Chine s'estime enfin, bien en avance sur l'IA, donc elle n'a pas nécessairement besoin en fait de tout un tas de choses. L'imprimerie, zone spéciale, etc. Biens de consommation, donc ça c'est soins du visage, c'est le luxe, hein. Pierres précieuses et bijoux. Donc la mode, voilà, etc. Zone d'équipement et de traitements médicaux, donc ça on avait vu, c'est particulièrement important, hein. En termes de ressources au niveau médical en Chine, bon, il y a quand même pas mal d'années, c'était quand même assez balbutiant, on va dire. Je ne sais pas ce qu'il en est exactement maintenant. Si vous avez des réponses, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Sinon, bah alors vous avez voilà toute la partie services productifs, hein, services financiers, banque, assurance, gestion de propriété, etc. Consultation, dessin, donc tout ça, c'est toute la partie services et commerce. C'est quelque chose de vraiment très fondamental. D'ailleurs, tiens, je vois prévention contre les épidémies. Donc, on voit bien rétablissement et de la retraite, parce que ça, c'est quand même une des problématiques majeures aussi en Chine. Donc, si vous voulez, voilà, vous avez tout un tas toute une liste en fait d'informations sur les besoins. Alors ensuite, voilà, si vous voulez, bon, c'est intéressant à savoir, c'est intéressant à voir. Moi, je donnerai pas de recommandations d'investissement ou de pas d'investissement. Je veux dire, l'idée, c'est vraiment de présenter le truc. Après, je pense que les gens qui font du business, ils sont assez grands pour savoir ce qu'ils ont à faire.
mais néanmoins, je pense que c'est nécessaire à un moment donné d'avoir l'information. Et c'est pour ça que je le fais justement sur la chaîne de l'expatriation et du business à l'international. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.